Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche et comme tous les dimanches matins, nous sommes ensemble pour parler de l'économie, des grandes tendances boursières dans notre café du dimanche qui est devenu une petite tradition maintenant, ça c'est très bien. Et aujourd'hui, je vous ai préparé un grand programme, j'espère que ce ne sera pas très long ma vidéo. Donc on a beaucoup de sujets à aborder parce que comme vous le savez, j'imagine qu'il y a des choses qui sont assez délicates qui se passent sur le marché actuellement. On va essayer de voir tout ça de manière synthétique. Je vais aussi vous donner mon avis, mon sentiment du marché actuel. Donc voilà, avant de commencer de parler de tout ça, je vous invite comme d'hab à vous inscrire à la chaîne Mind the Cash, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous rappelle également que des likes pour moi c'est le plus important, c'est une chaîne gratuite, et donc du coup les likes c'est la rémunération principale pour moi pour que je puisse faire évoluer et faire développer cette chaîne. Et pour ceux qui veulent aider encore plus, vous avez un moyen de faire une petite donation dont le lien vous pouvez trouver dans la description à cette vidéo. Et aussi n'hésitez pas à partager les vidéos de Mind the Cash si vous connaissez des personnes qui sont intéressées à la bourse ou qui veulent s'initier dans l'investissement boursier. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me ferait beaucoup plaisir si vous m'aidez à développer cette chaîne. Voilà donc le plan pour cette vidéo, je vais vous le présenter rapidement. Donc on va rapidement voir le timeline que je vous présente dans toutes les vidéos hebdomadaires Café du dimanche. Ensuite le fameux tableau de bord où je vous liste tous les indicateurs qui sont que je trouve les plus importants pour évaluer les marchés financiers. On va parler évidemment des marchés, des indices boursiers, mais aussi du pétrole, des certaines devises, des taux évidemment. Donc évidemment on va consacrer aussi pas mal de temps pour parler des taux et de l'inflation. Ça c'est des sujets qu'on aborde maintenant quasiment toutes les semaines parce que c'est un sujet principal sur la bourse. Ensuite, on va également parler un petit peu de Bitcoin, des autres marchés internationaux et les marchés interbancaires. Donc j'ai pas mal de sujets vraiment à vous présenter. Pour ceux qui ne s'intéressent pas à tout cela, je sais que mes vidéos sont parfois longues. Je fais maintenant le timeline dans la description de cette vidéo. Donc du coup, directement, vous pouvez passer sur des sujets qui vous intéressent. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous parler justement de ma vision du marché, de ma stratégie personnelle d'investissement dans les marchés actuels. Donc si vous êtes intéressé que dans les conclusions que je fais, vous pouvez directement passer, ça ne me dérange pas du tout. Juste n'oubliez pas de mettre un like, ça c'est le plus important, ou un dislike si vous n'aimez pas. Ça va aussi, mais dans ce cas-là, mettez-moi s'il vous plaît un petit commentaire pour que je sache qu'est-ce qui ne va pas, ou vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou vous n'aimez pas une certaine partie de contenu que je vous présente. Voilà, donc nous commençons cette discussion par le timeline très rapidement. Donc pour ceux qui viennent de rejoindre cette chaîne, je vous rappelle que ce timeline, j'ai décidé fin décembre dernier, et c'était ma prévision pour l'année 2021. J'ai revu légèrement en fait ce timeline récemment parce que bon, la situation elle a beaucoup changé, mais ça concernait plus les parties de l'avenir dans lesquelles nous ne sommes pas encore. Mais dans tous les cas, c'est juste pour vous dire que moi je m'attendais à une correction à fin février, mois de mars, donc ça c'est la correction dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et par contre, je me suis trompé, on va dire, sur des... bon, c'est pas parce que je me suis trompé, mais c'est juste parce que j'ai pas prévu que ça se passait exactement comme ça. Des raisons pour cette correction étaient différentes à celles que moi je croyais. Mais ça ne change strictement rien. C'est juste une cause, en fait. Après, ce qui nous intéresse, c'est de gagner de l'argent et pas avoir raison ou pas ne pas avoir raison. Le principal en bourse, c'est gagner de l'argent. C'est pas ne pas avoir raison. Donc, c'est juste ça qu'il faut toujours tenir en tête. Et là, donc, du coup, nous sommes à fond dans cette correction. Donc la raison principale de cette correction, comme vous le savez certainement si vous suivez les marchés ou si vous suivez la chaîne Mind the Cash, je vous en parle depuis mi-février qu'on a un problème de l'inflation qui arrive et éventuelle remontée des taux. Donc vous pouvez revenir sur des vidéos de Café dimanche précédent, j'en ai parlé tout le temps. Pour être honnête, j'ai mis tout en œuvre, surtout dans les dernières 2 vidéos, pour vous prévenir en fait d'une potentielle correction qui arrive. Je dis toujours en disclaimer que je ne suis pas un professionnel, je n'ai pas le droit de donner des conseils d'investissement, je ne les donne jamais sur la chaîne, mais en fait, en présentant mon point de vue, je lève certaines alertes. Donc du coup, j'ai fait tout ce que je pouvais lever il y a 15 jours, et surtout la semaine dernière, en fait, en vous disant qu'effectivement, il y avait un problème. Et bon, j'espère que ça vous a permis d'optimiser un petit peu votre stratégie et ne pas subir des pertes sur tes dernières semaines. Voilà, donc pour le timeline, donc il n'y a pas grand chose de nouveau. D'ailleurs, je voulais juste faire un petit commentaire parce que j'ai reçu
sur ce timeline, j'ai reçu un commentaire très bizarre en fait la semaine dernière sur la chaîne, c'était un peu même rigolo. C'est quelqu'un qui m'a critiqué que je révisais mon timeline. Il y a, je crois, au début février, je le révisais, un truc comme ça. Mais en fait, le but, je disais, quand je présentais pour la première fois ce timeline, le but, j'ai dit clairement que ce n'était pas de ne jamais le réviser. Parce que moi, je pense que, c'est pas ce que je pense, c'est la réalité des choses. Personne ne connaît l'avenir. Donc, pour moi, ce timeline, c'était quelque part un roadmap approximatif dans lequel moi je m'attends à l'évolution de l'économie et des marchés financiers pour l'année 2021. Je disais clairement que de toute façon il faudra le revoir au fur et à mesure parce que en fonction de l'évolution économique et en fonction de l'évolution des marchés, évidemment, je vais changer mon avis. En fait, il faut bien comprendre que avoir raison, encore une fois, c'est pas le but. En fait, si la situation change, c'est tout simplement stupide de rester sur de camper sur ses idées. Donc, si vous voyez que la situation change, il ne faut pas hésiter de changer son avis. Et d'ailleurs, ce biais psychologique dans lequel tombent beaucoup de traders fait que plus de 90% des personnes qui tradent perdent de l'argent. Et donc, c'est justement ce biais psychologique d'avoir besoin, qu'on a naturellement besoin d'avoir tout le temps raison. Moi j'ai envie d'avoir raison, évidemment, mais globalement, si je gagne de l'argent et si je n'ai pas raison, si du coup j'ai dû à un moment donné renoncer à mes convictions d'il y a quelque temps, ça me pose pas tellement de problèmes. Après, ça me blesse un petit peu peut-être psychologiquement, mais c'est les théoriciens qui sont très sensibles à cela. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que les économistes, bon, typiquement Patrick Artus, par exemple, vous voyez, donc c'était quelqu'un qui est très intelligent, qui c'était vraiment une lumière de l'économie française. Mais en tout cas, si vous regardez ses prévisions, il est quasiment toujours à côté de la plaque. Mais par contre, ses arguments sont très profonds, sont très intelligents. Donc, c'est intéressant de l'écouter. Parce que c'est un théoricien. Pour lui, par exemple, si vous suivez, il a souvent raison quand il déroule ses sujets économiques, mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas construire une stratégie d'investissement. Donc il faut bien comprendre, si vous êtes économiste et si vous êtes théoricien, dans ce cas-là, effectivement, pour vous, il est essentiel d'avoir raison, mais si vous êtes trader, pour vous, ce n'est pas essentiel d'avoir raison. Pour vous, essentiel, c'est de gagner de l'argent. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs un truc qui est assez drôle que je me suis rendu compte de cette différence et justement que les traders qui ont le plus de succès, c'est souvent des traders qui ne vont pas trop chercher les raisons des mouvements boursiers. En fait, on va dire, ils suivent la foule. Si ça va dans ce sens, ils vont dans le même sens. Et il ne se pose pas trop de questions. En fait, après peut-être il réalise à un moment donné quelles étaient en réalité les raisons de ce mouvement, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est encore une fois, c'est de gagner de l'argent. Donc, je crois. Et en fait, cette idée-là, en fait, je l'ai formulée dans ma tête après avoir lu le livre qui s'appelle Chaos du trading. C'est un livre d'ailleurs assez connu, donc je crois que je ne l'ai pas fait une révision parce qu'il y a une rubrique sur la chaîne Mind the Cash où je parlais des livres qui s'appelle Bibliothèque Mind the Cash, mais je crois que je n'ai pas parlé de ce livre-là. Et il est excellent justement, de la psychologie boursière, de la psychologie des traders, etc. Donc mais c'est assez impressionnant de voir que les traders qui ont le plus de succès, c'est pas les grandes lumières économiques. Donc par exemple, le fonds, un des fonds les plus connus qui était fondé par les prix Nobel de l'économie, le TCM, donc ça, dans les années 90, il a été coulé par les prix Nobel de l'économie. Donc, vous voyez, donc c'est visiblement les prix de Nobel de l'économie, ils ont quand même un ego quand même assez important, et eux, ils voulaient avoir raison. Donc, et c'est pas n'importe qui, encore une fois. Vous voyez, donc ça, c'est juste une petite parenthèse, vous voyez, donc déjà, je suis parti à être un peu bavard. C'est pour ça le timeline, ça sert. Donc, voici notre fameux tableau de bord. Nous passons maintenant à des choses plus concrètes. Et là, nous regardons que l'indice Nasdaq, il a lâché encore 2% sur une semaine. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Et en même temps, on voit une décorrélation entre l'indice technologique avec une composante technologique dominante, Nasdaq 100, et l'indice S&P 500, c'est l'indice principal, l'indice large des valeurs américaines où il y a beaucoup de valeurs industrielles, ce qu'on appelle souvent les valeurs value. Donc elle est moins value que Dow Jones, mais il est moins en profil croissance que Nasdaq. Voilà. Et donc, on voit effectivement qu'il y a une certaine décorrélation parce que le S&P 500, on l'a pris presque 1%. Et ça confirme en effet une idée, une hypothèse qu'émettent certains analystes et les investisseurs qu'il s'agit d'une rotation sectorielle tout simplement. Donc, du coup,
valeurs avec un fort PER, donc Price Earning Ratio, qui ont été valorisés très 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 cher au sein du Nasdaq. Ils sont en train d'être vendus en faveur des valeurs plus classiques. Après, je suis assez méfiant par rapport à ce genre de phénomène parce que, bon, ça dépend des cycles économiques et vu qu'aujourd'hui l'économie, on va dire, elle est quelque part manipulée et à cause de la politique des banques centrales, à cause ou grâce à, bon, je sais pas, les cycles sont complètement inversés, on ne sait pas trop sur quelle partie de cycle nous nous trouvons, en tout cas moi je ne le sais pas, et donc du coup moi je suis assez méfiant de voir ce genre des rotations sectorielles. Je pense que cette différence elle est plutôt liée à un poids dominant vraiment des grosses valeurs sur lesquelles beaucoup de profits ont été prises les dernières semaines, surtout cette semaine parce que la semaine précédente on avait une chute, une véritable chute des indices, surtout les indices. Et c'est plutôt lié à ça parce qu'en fait effectivement le Nasdaq, le poids des FANG en fait ou des GAFAM comme vous voulez, il est énorme et c'est sur ces GAFAM il y a eu certains profits, mais même un petit profit sur des GAFAM, notamment Apple. Ça pèse énormément sur la tendance boursière et ça pèse énormément sur sur la valeur de l'indice. Donc je pense que c'est un peu tôt de constater qu'il y ait cette rotation. Voilà, ensuite, comme vous savez parfaitement, parfaitement pour ceux qui me suivent régulièrement, vous le savez parfaitement que j'utilise Action Apple comme un indice, comme une indice économique, boursière plutôt, parce que c'est la plus grosse capitalisation mondiale, elle pèse énormément sur tous les indices américains ou dont il fait partie. Et pour moi, en fait, j'ai parlé pas mal sur la chaîne Telegram. Je vous rappelle d'ailleurs que la chaîne qui se développe beaucoup, on a beaucoup de discussions intéressantes. Donc, si vous êtes intéressé de recevoir en permanence des informations boursières de ma part et des autres abonnés Mind Cash, je vous invite à rejoindre Telegram. Donc, évidemment, dans la description, vous allez trouver toutes les infos nécessaires. Ce que je voulais vous dire, c'est que Apple, pour moi, c'est vraiment un indicateur. Donc, c'est vraiment ça. Et j'avais peur qu'on se clôture en dessous de 120. Donc, et là, on est passé en dessous de 120 durant la semaine, notamment le vendredi, parce que vendredi, c'était très volatile comme journée. Et du coup, je croyais vraiment que si on finit la semaine en dessous de 120, ça va être chaud. C'est un grand seuil technique pour Apple, et vu qu'on l'a tenu, donc je pense que ça donne quand même une certaine impulsion positive pour les semaines à venir. Pour les semaines, là je prends un peu large, mais en tout cas pour le début de la semaine prochaine, on va dire. Donc voilà. Ensuite, je passe euro-dollar, qui est en train de se renforcer d'ailleurs un petit peu, je veux dire le dollar par rapport à l'euro. Mais ce qui me tonne, c'est peut-être la seule variable des marchés qui est pourtant quand même assez importante et qui m'étonne vraiment beaucoup, c'est euro-CHF. Bon, c'est non seulement parce que moi je travaille en Suisse, mais bon, évidemment, ça me concerne un peu plus que les autres. Mais déjà, on a dépassé une barre psychologique de 110, on a touché 111, vous voyez, on est très proche, à 111. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas très bien, parce que, vu que d'ailleurs que l'euro, il s'affaiblit par rapport au dollar, bon, un petit peu, mais en tout cas, on est en dessous, on s'est clôturé en dessous de 120. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le renforcement de l'euro, mais ça veut dire que c'est la baisse de franc suisse. La baisse de franc suisse, normalement, c'est un signal haussier. Donc ça, c'est vraiment la valeur refuge, mais en réelle valeur refuge, c'est le franc suisse. Mais le problème, c'est que la profondeur du marché n'est pas énorme, parce que c'est quand même un petit pays, mais c'est effectivement une devise extrêmement forte, peut-être la plus forte au monde. Et donc, le fait pourquoi le franc suisse perd du terrain, pour moi, ça me paraît illogique dans le contexte actuel. Moi, je dirais qu'il fallait plutôt... moi, j'imaginais le scénario plutôt inverse. Donc, je ne dis pas qu'il faut prendre des positions quelconques sur le marché de Forex, mais en tant qu'indicateur, pour moi, c'est compliqué. Donc, c'est compliqué. Ensuite, pour les marchés, juste pour finir sur le marché financier, on va regarder en même temps le taux US. Donc le taux US, effectivement, ça c'est le principal sujet de la semaine. Vous voyez qu'il a pris 12%, donc on était à 1,50 à un moment donné. Je crois que c'était vendredi matin, on était à 1,57 déjà. Donc ça commence vraiment à partir dans tous les sens. Et c'était suite au discours de la Fed, mais ça, on va passer une grande partie de la vidéo sur ce sujet. Et aujourd'hui,
Je vais juste, là, pour l'instant, je vais juste constater qu'effectivement, ça, c'est ce que regarde le marché le plus. Et quelque part, aujourd'hui, le taux 10 ans du US, c'est l'actif qui absorbe toute la peur de l'inflation à venir après la réouverture après Covid et le plan lancé par le Biden. Donc, ça, c'est vraiment l'indicateur qu'il faut regarder. Au premier lieu, je devrais le mettre tout en haut de cette liste des indicateurs aujourd'hui. C'est vraiment principal. Donc, donc, qu'est-ce qu'on regarde encore? Bon, le pétrole. Pétrole, je vais m'arrêter un tout petit peu plus. C'est que la hausse du pétrole, il y en a beaucoup qui en parlent et commencent à s'imaginer des corrélations qui, à mon sens, sont très discutables, en fait, parce que là, vraiment, la hausse du pétrole, elle a pris des ampleurs quand même difficiles à imaginer il y a encore quelques semaines. Mais encore une fois, n'oubliez pas, je ne vais pas trop m'arrêter sur le pétrole parce que c'est vraiment un sujet un peu vaste. Je m'y connais très bien parce que moi je travaille dans ce domaine, donc je connais très très bien ce marché. Mais je pense que c'est le marché qui n'intéresse pas grand monde. Je suis content parce que c'est vraiment le marché où il ne faut pas aller si vous n'êtes pas professionnel dedans. Du coup, vraiment, la situation est très exceptionnelle pour le pétrole, vraiment très. Il y a eu une décision très surprise de PEP+, de ne pas augmenter la production. Ça, c'était une surprise pour tout le monde, donc même Bloomberg, et en fait, ils les ont sortis avec des titres comme quoi ils ont créé un squeeze d'approvisionnement ou quelque chose comme ça. Déjà, les pays d'OPEP, c'est des pays quand même particuliers. Je le disais déjà dans plusieurs vidéos qui étaient consacrées à pétrole dans le passé. Si vous regardez la liste de ces pays, donc c'est souvent, bon, j'essaie d'être politiquement correct, mais c'est des pays, on va dire, loin d'être démocratiques en général. Donc c'est des pays très autoritaires, avec des intérêts parfois discutables, on va dire, des dirigeants de ces pays. Donc c'est pas... Donc les décisions qui sont prises au sein de cette organisation sont difficiles à forecaster, on ne sait pas trop pourquoi, ils ne sont pas nécessairement rationnels. Donc il y a beaucoup de politique entre ces pays pour la domination de ce marché de pétrole qui, tout le monde le sait, ils le savent parfaitement que c'est pas le marché de l'avenir, et donc du coup ils essayent de se battre pour le petit bout de ce marché restant. Bon, il va encore durer pendant des années, mais ils veulent quand même dominer ce marché parce qu'ils savent que les années à venir, ça va être difficile. Donc, il y a beaucoup de batailles politiques derrière les caméras, on va dire. Donc, c'est très difficile de se projeter sur ce marché-là. Donc, si vous comptez d'y intervenir sur ce marché, faites beaucoup attention parce que là, vraiment, il faut le maîtriser à fond et presque avoir des informations insider que vous n'avez certainement pas. Donc, bon, juste faites attention. Et je vais tout de suite parler de l'indice CAC 40 qui a super bien résisté. D'ailleurs, il a fait même mieux que S&P 500. Bon, il est encore beaucoup mieux que Nasdaq. Et c'est notamment, d'ailleurs, entre autres, grâce au poids du Total au sein de cet indice. D'ailleurs, une petite parenthèse sur Total. J'ai fait un post sur Telegram la semaine dernière où je me suis mal exprimé sur Total, honnêtement, et j'ai peur que j'ai été mal compris. Je suis en train d'être critiqué un peu dans tous les commentaires partout, que dans mon portefeuille PEA, je suis sorti de Total au cours de 38. En fait, je voulais juste mettre les choses au clair que j'adore l'entreprise Total. C'est une de mes préférées dans le secteur pétrolier. Mais le problème, c'est que le secteur pétrolier aujourd'hui n'est pas mon préféré. Donc, et c'est pour ça que j'ai décidé d'y investir de façon swing trader. En fait, il y a des niveaux bien identifiés avec lesquels je rentre les yeux fermés. Et des niveaux à partir desquels je sors. C'est ma stratégie, c'est ma propre stratégie qui correspond à ma façon de gérer le portefeuille. Donc si vous préférez de garder Total dans votre portefeuille à très long terme, vous trouvez que c'est l'action de fond de portefeuille, c'est votre choix de votre investissement. Peut-être vous auriez raison, là en tout cas sur ce short terme, vous avez raison, moi je n'avais pas raison, il n'y en a aucun problème, et probablement c'est une bonne stratégie. Parce que Total, en fait, ils ont une stratégie de réallocation de leurs activités vers les énergies renouvelables. Donc c'est pour ça d'ailleurs je l'ai mis dans le portefeuille PEA il y a quelques temps. Et
c'est une très bonne stratégie parce que ça montre que cette entreprise, ainsi que BP d'ailleurs, ils sont conscients que le pétrole, c'est pas de l'avenir. Donc c'est pour ça que j'adore ces deux entreprises-là dans ce secteur. Et donc, mais par contre, le problème, c'est que le marché aujourd'hui, il le valorise en tant que les sociétés classiques pétrolières. Donc du coup, ils ne vont pas bénéficier de cette prime des marchés que bénéficient par exemple les sociétés comme Feu Solar et compagnie, qui sont pure énergie renouvelable. Peut-être c'est pas à juste titre, peut-être. Moi je pense que le potentiel de Total il est énorme. Aujourd'hui, il faut qu'ils prouvent au marché qu'ils ont gagné leur place dans le secteur des renewables. Et c'est pas encore le cas. En tout cas, le marché, pour l'instant, on ne le croit pas. Peut-être le marché a tort, il a souvent tort le marché, même malgré qu'on dise que c'est toujours le marché a toujours raison. Non, le marché n'a pas toujours raison, c'est sûr et certain. C'est ce qu'ils disent souvent les gens qui prônent pour les théories des marchés efficients. Mais en tout cas, si Total prouve qu'il fait partie, c'est un acteur majeur des renewables, dans ce cas-là, ils vont être pricés avec d'autres modèles, donc du coup leurs PER vont exploser, et évidemment le cours va exploser. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais quand ça va arriver, je vais changer mon avis. Vous voyez, donc moi je m'en fiche que j'ai tort aujourd'hui, mais aujourd'hui, Total, c'est une entreprise qui est corrélée au pétrole. Et quand j'ai pris la décision, c'était à 38 dollars, de 38 euros, je crois, de sortir du Total, n'oubliez pas que moi je l'ai acheté à 25, ou 26, je ne sais plus combien, mais très bas. Donc j'ai fait des gros profits sur Total, je suis sorti à 38, tout simplement parce que moi je trouvais que le pétrole était cher. Évidemment, je ne pouvais pas imaginer que le PEP+, encore une fois, c'est aléatoire leur décision. Et donc du coup, pour moi, de point de vue de mon risk management, c'était niet. Donc je dis, je vends Total et point barre. Parce que moi, je ne veux pas rester avec une valeur comme ça. Quand je n'ai aucune visibilité de pétrole, le pétrole le plus haut, je ne vois pas pourquoi elle va aller encore plus haut. Il est allé finalement encore plus haut, mais pour moi, ça serait, si je restais dans le Total, pour moi, ça serait un pari spéculatif que je ne voulais pas prendre. C'est juste pour... déjà, je m'excuse parce que je peux être mal exprimé sur Total, mais c'est une excellente valeur. Mais pour l'instant, je trouve qu'il est injustifiablement valorisé de manière un peu bon marché, comme toutes les autres entreprises du secteur pétrole que moi, personnellement, j'aime pas trop. Voilà, donc ça, c'est un petit point sur Total. Donc maintenant, je regarde très rapidement cette fois les taux encore en Europe. Donc le taux allemand, il a explosé, hein, il est à peu près sur la même tendance que américain. Mais remarquez que d'ailleurs le taux italien, que je mets aussi sur le tableau de bord, il va dans le sens inverse. Parce que le taux italien, c'est le taux, on va dire, le plus des pays, un des plus faibles en Europe, et qui représente quand même un risque. Donc du coup, c'est assez normal, c'est assez drôle de le voir qu'ils sont sur des tendances opposées avec le taux allemand, qui font partie du même bloc économique. Et donc, bon, je ne vais pas trop m'arrêter dessus parce que là, ça va être un débat extrêmement long. Voilà, Tesla, en fait, encore une fois, pour moi, c'est un indicateur de l'exubérance irrationnelle. Et cette exubérance irrationnelle, elle s'est évaporée ces dernières semaines. Et c'est pour ça que j'ai, dans mes dernières vidéos de Café Dimanche, essayé de vous prévenir, si vous gardez ce type de valeur, faites attention. Faites beaucoup, beaucoup attention. C'est que Tesla, et il y en a d'autres, il y a Zoom aussi, on peut y mettre Netflix, toutes les valeurs avec des PER incroyables. Regardez vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière, mais vraiment, vraiment, parce que ce sont des valeurs qui sont très dangereuses. Certains m'ont écrit, genre, on posé la question, est-ce que Tesla on peut mettre dans la catégorie A? Non, même pas de catégorie B. Il a encore tout approuvé pour rejoindre les catégories B. Pour moi, c'est la catégorie C, et même encore, elle est rentrée dans la catégorie C il n'y a pas très longtemps, parce qu'elle a commencé à être profitable. Je crois que le 2020, c'était sa première année quand on a fait des profits. Donc, parler de la catégorie A des actions, où il y a Apple, Facebook, Amazon, je sais pas, et Match.com, non, c'est pas ça du tout. Donc, voilà, donc Tesla, bon, justement, ça, c'est vraiment un exemple. Pourquoi, d'ailleurs, Nasdaq, il a performé si mal ces dernières semaines. Bitcoin, je regarde, vous savez que je l'ai un petit peu, j'admire en fait vraiment ce valeur-là parce que en fait ça m'intrigue en fait son évolution, parce que la question chaque fois quand je me pose que est-ce que ça va devenir une nouvelle valeur refuge? Parce que l'idée est intéressante. Par contre, les risques réglementaires pèsent sur Bitcoin, clairement. Et donc, du coup, moi, je veux pas. Pour l'instant, pour moi, c'est un actif, c'est un semi-actif financier ou actif semi-financier, on va dire comme ça. Mais c'est intéressant. Il tient bon. Je suis content. Franchement, moi, je suis supporter de Bitcoin. Pas uniquement parce que je l'ai.
c'est tout simplement parce que je trouve que c'est assez intéressant comment le monde évolue et comment ces actifs un peu voyous, on va dire, sont en train d'évoluer. Le pétrole, le gold, comme vous savez, donc là, vous voyez, il nous défend à fond, il nous protège à fond de l'inflation, comme d'habitude. Vous savez, évidemment, c'est du sarcasme en fait, mais je disais pendant, je sais pas de combien des mois, arrêtez de rêver autour de gold. Gold, ça peut nous protéger de l'inflation s'il était à 500 dollars. Oui, dans ce cas-là, on peut l'acheter parce qu'il y a quand même un petit peu de fondamentaux derrière, mais c'est que de la psychologie. C'est un excellent actif pour les spécus techniques. Donc ça, c'est vraiment, par contre, il n'y a que le mouvement technique qui affecte ces tendances. Et d'ailleurs, dans le Telegram, j'ai fait un trade cette semaine qui était vraiment pas mal. Et il y avait un superbe point technique à shorter autour de 750. J'ai pris ce short. Je crois qu'il y avait d'autres abonnés qui ont fait la même chose. Et on a fait un petit voyage sympa de 750 jusqu'à 700. Et moi, j'ai repris un petit short avec un stop très proche, juste en dessous de 1700. Et donc là, j'ai une petite position short sur le gold, mais vraiment rien de méchant parce que le potentiel de baisse aujourd'hui, il est jusqu'à 1500 pour moi. Donc là, ça fait un moment d'ailleurs que j'ai évoqué ce seuil. Certains me prenaient pour un fou. Quand il était à 2000, je disais que la direction vers 1500, elle est tout à fait possible. Là, peut-être je me considère un peu moins fou maintenant, mais le retournement est possible aussi. Donc je vous dis que c'est un actif extrêmement spéculatif. Donc s'il le casse 1700 et après il casse encore 1750, donc là on peut revenir à 2000. C'est possible. Donc, mais encore une fois, c'est pour le trading technique. Et vraiment, c'est un instrument excellent pour le trading technique. Donc là, maintenant, nous passons au sujet principal, évidemment, qui dirige les marchés, c'est l'inflation, les taux, etc., etc. C'est pour ça que je ne me suis pas trop arrêté sur le tableau de bord. Donc, évidemment, les taux ont continué tout au long de cette semaine, les taux US ont continué d'exploser, hein, donc la tendance elle est claire. Et même le graphique que vous voyez devant vous, c'est le taux réel, c'est le taux qui tient compte de l'inflation. Il est pour le moment, il est en train de reprendre à la hausse aussi, donc ça c'est quand même assez important, mais il reste quand même assez faible, donc il reste toujours dans la zone négative, le taux réel, et c'est ça qui est le plus important. Et le taux... Bon, je vous rappelle juste pour que le taux nominal, taux le 10 ans américain, il est à taux de 1,50 actuellement. Donc l'inflation, il est attendu pour l'année 2021 autour de 2,5. Donc il s'agit de l'inflation attendue pour cette année, mais cette inflation attendue, elle est défiée par beaucoup d'analystes suite à l'application de package de Biden de 1,9 milliard. La hausse des matières premières, etc. etc. Donc du coup, certains pensent que l'inflation sera beaucoup plus importante que ça. Moi aussi, je fais partie des personnes qui pensent ça. Donc, dans tous les cas, je ne vais pas vous répéter tout ce que j'ai raconté dans les précédentes vidéos. Je vous propose juste de regarder la vidéo de la semaine précédente, du café de dimanche précédent, qui est rattaché à cette vidéo-là. Et pour comprendre ma vision des choses, pour comprendre... Quels sont les risques qui sont liés à l'inflation? Je vous ai déjà fait assez peur la semaine dernière, je pense. Aujourd'hui, je vais peut-être avoir un discours un petit peu plus modéré, on va dire, pour voir quelles sont nos actions, comment on va agir maintenant pour sortir comment investir dans cette situation-là. Donc, juste pour dans ce que concerne l'inflation. L'inflation, c'est un processus quand même assez long. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain que, bam, voilà, on a l'inflation. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais petit dans l'Union soviétique, après la chute de l'Union soviétique. Mais évidemment, ce n'est pas possible de vivre ça. Bon, pas possible, tout est possible, mais la probabilité est extrêmement faible qu'on vive ça aux États-Unis. Et donc, ça sera plutôt le processus graduel. Effectivement, il peut être plus long que d'habitude avec l'ouverture des frontières, avec le redémarrage en pleine de l'économie. Et tous les signaux, en fait, toutes les statistiques économiques qui sortent, je le publie encore une fois sur Telegram, vous pouvez le rejoindre. Et sur page Facebook, vous pourrez rejoindre également. Donc, toutes les dernières statistiques publiées ces 2 dernières semaines sont très inflationnistes. Donc, elles sont toujours supérieures aux attentes. Et nous vivons à nouveau dans ce monde inversé où les bonnes nouvelles sont des mauvaises nouvelles pour le marché. Parce que quand
on dit au marché que tout va mal, ça veut dire que pas d'inflation, beaucoup d'argent de la Fed, et c'est un peu la fête un peu partout, et donc du coup tout le monde est content. Mais maintenant c'est l'inverse, donc du coup l'inflation je ne vais pas trop en parler, mais le problème maintenant c'est la Fed, parce que la Fed elle a fait quoi? Depuis des années, et surtout depuis la crise encore des subprimes, c'est les taux, elle a lancé 3 programmes de QI. QI c'est quoi? C'est le rachat des obligations exceptionnelles, et c'était pas que des obligations d'ailleurs, c'était aussi à un moment donné pardon, des produits indexés sur les crédits immobiliers, etc. etc. Donc, en tout cas, ils ont commencé à un moment donné de tout racheter, la Réserve fédérale, sur leur balance, et ça, effectivement, ça crée de liquidité dans le système, ça nous a sauvés d'un crack financier comparable à 1029 après la crise des subprimes. Voilà, et cette politique, qui était considérée comme une politique exceptionnelle à cette période-là, on s'est habitué, on a trouvé que c'était pas mal finalement quand on a de l'argent facile régulièrement, et maintenant on vit avec ces QI pendant des années et des années, avec une seule exception à la fin de l'année 2018, quand Jerome Powell, qui est toujours président de la Réserve fédérale, qui a essayé de mettre à terme ce programme, et ça a créé un crack boursier incroyable, très rapide, et d'ailleurs j'ai eu de la chance d'être short à ce moment-là, et après, en quelques semaines, il a complètement changé sa politique, il a dit non, on va baisser maintenant le taux à nouveau, on va plus les monter, on va redémarrer les QI, et donc c'était assez ridicule cette période-là. La chaîne Mind the Cash existait déjà, vous pouvez trouver ma vieille vidéo où je parlais de ça. Et maintenant, on arrive presque au bout pour moi, et donc du coup, effectivement, la vraie question qu'on doit se poser, comment la Réserve fédérale, si l'inflation dérape, on va dire, quelle sera la politique de la Banque centrale. Et cette semaine, il y avait il a eu le discours de Jerome Powell, c'était le jeudi soir à 18h, quand il s'est pointé devant Wall Street Journal, je crois, et évidemment la question qui a été posée, quelle sera votre politique? On a parlé beaucoup dans Telegram autour de cette interview. Moi, déjà avant, je disais que pour lui, il n'a pas de choix. Quoi qu'il dise, c'est mauvais pour le marché. Et c'est exactement ce qu'il a dit. Il est très prévisible, M. Powell. Il a tout simplement répété sa phrase standard, qu'il répète tout le temps, qu'on a tous les instruments pour contrôler l'inflation, mais il n'a pas précisé lesquels. Et bums, les marchés, tous sont partis à la baisse, parce que quel instrument il est dans l'arsenal de la Réserve fédérale? C'est l'augmentation des taux. Mais pour augmenter les taux, il faut d'abord arrêter les programmes des QI. Et déjà, s'il mentionne l'arrêt de programme des QI, c'est un crack boursier garanti. Et si en plus il rajoute qu'on va monter les taux, et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il nous a promis il y a quelques mois qu'il va les garder jusqu'à 2024, si je ne me trompe pas. C'était soit 2023, mais une date super loin, juste pour dire au marché que jamais on va remonter les taux. Mais maintenant, s'il commence à parler de la remontée des taux, déjà ça va être à nouveau ridicule de la part de Jerome Powell. Mais ça sera surtout une extrêmement méga mauvaise nouvelle pour les marchés financiers. Donc du coup, faites attention encore une fois, toutes ces actions de croissance, si vous les avez dans votre portefeuille, et elles vont subir des dégagements très importants si ce scénario se réalise. Après, la question, est-ce que ce scénario se réalise? Donc, probablement, il ne va pas les arrêter, et dans ce cas-là, il va laisser courir l'inflation. Ils disent que cette inflation sera peut-être temporaire. D'ailleurs, je pense aussi qu'elle va être temporaire, éventuellement, parce que on est dans un environnement déflationniste de façon, on va dire, structurelle. Parce que les revenus n'augmentent pas, la digitalisation de l'économie elle augmente. Maintenant, après Covid, en plus, il y a beaucoup de personnes qui vont travailler à distance, donc ça va se banaliser, etc. Donc du coup, les frais, les consommations vont encore diminuer. Donc je ne vois pas pourquoi on aura comment dire, je ne vois pas d'où peut venir une inflation structurelle. Donc l'inflation peut venir après à cause de la consommation qui a été différée. Donc, parce que là, maintenant, quand on est fermé presque les économies, on veut consommer, nos besoins augmentent. Du coup, quand ça s'ouvre, on va tout de suite voyager, marcher, consommer. Ensuite, et le deuxième point qui est le plus important, parce que je pense que la réouverture de l'économie, ça va être vraiment temporaire, et en plus, dans la mesure quand même assez modérée. Par contre, ce qui est vraiment impressionnant, c'est le programme qu'a lancé Joe Biden, c'est les 1,9 milliard de plan de relance.
Et c'est vraiment, vous savez, c'est plus que New Deal de Roosevelt. Donc c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, encore une fois, ça c'est mon avis personnel, moi je trouve que c'est une erreur, parce que déjà l'économie américaine, selon les dernières statistiques, elle tourne en plein régime, donc elle crée de l'emploi, ils sont presque revenus au niveau de l'emploi, ils sont presque revenus à l'état avant Covid. Maintenant, l'injection de 1,9 milliard, ça va créer de la mauvaise inflation, beaucoup de mauvaise inflation. Certes, il y aura des chèques gratuits, de l'argent, l'hélicoptère money qui vont être donnés aux particuliers. Certains, selon l'étude de Deutsche Bank, il y aura 170 milliards qui peuvent aller sur les marchés financiers. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas beaucoup. C'est même pas 10% de valorisation d'Apple. Donc ça va s'estomper assez rapidement. Donc ça, c'est donc du coup, attendez les nouveaux Robinhood, des Reddit et tout ça. Donc les GameStop, Tesla et compagnie, peut-être, ils vont en bénéficier dans une période très courte. Mais en tout cas, c'est très inflationniste ce qu'il fait. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, je ne sais pas si ce ne serait pas une mauvaise idée de revoir un petit peu ce packaging d'une telle ou telle façon. Parce qu'en fait, juste encore une fois, je l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo, mais c'est très rapidement qu'il y a une différence entre les QI, ceux qui injectent la Fed, et ceux qui injectent Biden via ses stimulus. Parce que quand la Fed injecte de l'argent, elle injecte dans le système financier. Donc du coup, c'est l'inflation des actifs, des actions, de Bitcoin, de je sais pas quoi, de pétrole, de gold, tout peut augmenter. Notamment d'ailleurs, ça augmente le prix de l'or d'ailleurs. Mais par contre, ce qui fait Biden avec ses stimulus, c'est l'inflation dans l'économie réelle qui est très dangereuse. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la Fed, quand les taux sont à zéro, quand les QI sont lancés, donc ils n'ont plus de moyens d'avoir des... Ils n'ont plus de moyens d'arrêter ce phénomène. Parce que dans l'économie normale, si on était avant 2008-2009, de la crise de subprimes, dans cette situation, il devrait commencer à remonter les taux, normalement. C'est ce que devrait faire Jerome Powell, mais il ne peut pas le faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'a pas donné le message clair au marché comment il va gérer la situation si l'inflation dérape. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui dans l'incertitude totale. Mais par contre, cette incertitude totale ne va pas mettre à plat les marchés nécessairement dans les médias, parce que là déjà on s'est corrigé pas mal, donc là déjà les marchés sont plus intéressants qu'il y a quelques semaines. Mais dans tous les cas, cette incertitude va peser sur le marché sur une longue durée. Donc le prochain événement majeur pour moi, c'est 17 mars, quand la prochaine réunion de la Fed. Avant ça, je ne pense pas que je vais faire quelconque investissement important. Et c'est à ce moment-là, peut-être il donnera de clarifications. S'il ne donnera pas d'image claire de ce qu'il va faire, dans ce cas-là, ça sera une chute. Mais j'ai du mal à imaginer. Si je me mets un petit peu sur sa place, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait faire. Vraiment, parce qu'ils ont déjà, encore une fois, beaucoup de personnes déjà ont émis des alertes comme quoi c'est dangereux cette politique des banques centrales, parce que si l'inflation revienne, si les taux longs commencent à remonter, comment ils vont gérer, parce qu'ils n'ont plus d'instruments. Et nous sommes aujourd'hui dans cette situation. On peut prier que cette inflation sera juste temporaire, mais Biden a injecté énormément d'argent qui fera en sorte qu'il ne sera pas temporaire, cette inflation. Et je ne comprends pas comment le système financier va tourner si Jérôme Powell continue à les rachats, et en plus s'il les augmente, ce qui va plaire au marché certainement. Mais dans ce cas-là, on aura un décalage juste monstrueux entre l'économie réelle, dans l'inflation dans les mondes d'économie réelle, et les taux à zéro. Et donc du coup, ça va encore accélérer l'inflation, parce qu'on pourra emprunter facilement. Bon, si les banques se sont forcées de prêter de l'argent, parce qu'ils vont avoir aucun intérêt, parce que le secteur bancaire, si ce scénario se réalise, quand la Fed continue sa politique des taux bas et les QI à fond, dans ce cas-là, les taux vont rester bas. Mais par contre, si l'inflation dérape, dans ce cas-là, les banques sont mortes, en fait, parce que je ne sais pas comment elles vont dire, parce qu'ils ne vont pas pouvoir prêter dans ces circonstances. Et donc, ça veut dire soit elles vont être forcées à prêter par une nationalisation, ça c'est vraiment déjà les scénarios un peu incroyables, mais je ne vois pas comment le système financier pourrait tourner dans les conditions comme ça. Donc ça, c'est juste quelque chose qu'il faut considérer, parce qu'aujourd'hui, la Fed, elle est bloquée. Elle est bloquée. Et ça, c'est important, parce que la Fed, c'est un moteur principal des bourses. Donc faites beaucoup attention quand vous investissez actuellement. Voilà. Donc maintenant, je réponds à la question, j'essaie de répondre à la question que déjà beaucoup m'ont posée sur Telegram, sur les différents réseaux sociaux. C'est: est-ce que c'est le moment d'acheter maintenant? Donc, bon, évidemment,
je suis toujours les règles de Mind the Cash, que je ne peux pas donner des conseils d'investissement, je vais vous donner juste des pistes de réflexion. Après, vous allez décider vous-même, est-ce que c'est le moment ou c'est pas le moment. Donc ensuite, si vous parlez de l'investissement long terme, encore une fois, on démarre cette bonne vieille musique, là, long terme, au court terme, au moyen terme. Si vous êtes long terme, dans ce cas-là, il faut comprendre en fait quelle sera la politique de la Réserve fédérale, parce que aujourd'hui, on est dans une incertitude. Si soit vous êtes confiant dans votre portefeuille, comment le structurer, faites attention, comme je dis toujours, sur les poids de chacune des lignes. Si vous n'avez pas 10% dans Tesla, dans votre portefeuille par exemple, s'il est bien structuré, peut-être vous pouvez essayer de passer, mais en prenant un risque d'un gros dérapage, d'un gros drawdown. Donc, parce que effectivement, si jamais la Réserve fédérale ne convainc pas le marché, et aujourd'hui nous sommes ça c'est peut-être la phrase clé que j'aimerais bien vous dire aujourd'hui, c'est que aujourd'hui la Réserve fédérale peut nous décevoir. Elle n'a pas déçu pendant beaucoup de temps, depuis pas mal de temps, depuis 12 ans, elle ne nous a jamais déçus, mais maintenant elle peut nous décevoir profondément et pour longtemps. Elle peut tout simplement dire qu'elle n'a plus de moyens. Donc on ne sait pas, on n'aura pas de solution au miracle. Donc on devra monter les taux. Mais dans ce cas-là, ça va arriver un jour. On le savait, donc on le savait tous, et peut-être c'est maintenant, c'est le moment de le faire, et dans ce cas-là, votre portefeuille va souffrir. Donc soit vous faites comme moi, vous allégez, vous partez un peu en retraite pour quelques semaines, pour faire un petit peu des allers-retours par-ci par-là, soit vous gardez, vous êtes à très long terme, vous préférez de ne pas, si jamais ça ne se passe pas comme ça, pour ne pas perdre l'opportunité. C'est une option. C'est à vous de décider, je ne peux pas vous dire grand-chose parce que je ne sais pas tout simplement, parce que tout dépend de la Fed, et moi je ne suis pas la Fed, heureusement ou malheureusement, je ne peux pas dire pour Jerome Powell, je ne sais pas quels sont les moyens pour eux. Peut-être ils vont essayer de lancer des programmes que je ne peux pas imaginer, genre je sais pas, les programmes LTRO, TRO, les Twist, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, qui va plaire au marché d'une certaine mesure, qui va peut-être retarder encore une fois ce phénomène. Mais à un moment donné, on devait faire face à une inflation et on devait faire face à à l'économie réelle. Donc maintenant, si le monde financier se rencontre avec l'économie réelle, dans ce cas-là, on est mort. On est mort pour certaines périodes de temps. Donc, en tout cas, on va vivre un grand bear market. Mais de toute façon, si vous avez un portefeuille long terme, vous devez être préparé. Parfois, il y a des bear markets. Et si ça ne vous dérange pas, dans ce cas-là, ça dérange quand même un peu, j'imagine, mais c'est la vie, ce que je peux vous dire. Je ne peux pas répondre à votre question si jamais votre portefeuille a très long terme. En revanche, si votre portefeuille est à plus court terme au swing trading, que moi je deviens un petit peu maintenant jusqu'au moment que la Fed nous donne une visibilité, moi je suis plutôt optimiste. Ça peut-être être ambigu, mais ce ne l'est pas. Tout simplement parce que je pense que, comme je viens de vous dire, que l'inflation et toutes ces histoires-là, des histoires qui font peur que je vous ai racontées ces dernières semaines, c'est vrai, c'est juste, ça va peser, ça va créer de l'inflation et de la volatilité. Par exemple, la volatilité sera plus importante cette année que les années précédentes, ça je suis quasi certain. Et ensuite, certain, c'est mon point de vue, encore une fois, et il faut pas shorter le VIX. Longuer le VIX, pardon. Donc en tout cas, moi je pense qu'à très court terme, on peut effectivement tenter le rebond. Pourquoi on peut tenter le rebond? Tout simplement parce que maintenant, avec les taux importants, si la Fed elle voit une certaine inefficience, une certaine incohérence sur le marché de la dette, ils ont dans leur mandat, c'est le contrôle de la courbe de taux. Je vous ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos ce que c'est. Et elle peut commencer à faire des interventions sur les différentes maturités de cette courbe de taux. Je vais peut-être vous montrer là tout de suite. En fait, voilà, c'est une courbe en fait qui vous montre les taux courts et les taux longs. Donc normalement, elle est ascendante, mais après, la Fed, elle peut être plus ascendante, moins ascendante, elle peut être flat. Et donc la Fed, au sein de ces différents programmes, les taux courts, elles sont complètement manipulés, parce que ça, c'est vraiment la régulation monétaire des banques centrales, c'est normal, mais les taux plus longs sont manipulés aujourd'hui aussi, mais c'est dans le cadre des programmes exceptionnels type QI. Voilà, et donc du coup, aujourd'hui, cette courbe, elle est devenue plus ascendante, parce que évidemment, vu qu'on attend de l'inflation, les taux longs ont monté. Et donc, mais par contre,
rien n'empêche à la Réserve fédérale d'augmenter leurs interventions pour ce qu'on appelle aplatir cette courbe de taux pour qu'elle devienne un peu plus horizontale. Et d'ailleurs, si on voit une fois que le marché va anticiper la récession, elle peut être inversée. Donc les taux longs vont être plus bas que les taux courts. C'est possible aussi, ça arrive aussi dans l'économie. Aujourd'hui, nous voyons que on est très loin de la courbe inversée, mais en tout cas, rien n'empêche, en cas de feu sur le marché d'obligataires, de commencer à faire des interventions sur le taux long, et ça va calmer le marché. Définitivement, ça va le calmer, parce que le marché ne va pas loin. Le marché vit court terme, en fait. Il va regarder le 10 ans américain, s'il voit que les taux baissent, les indices américains vont s'envoler et tous les indices mondiaux vont faire pareil. Et donc, du coup, je pense que d'ailleurs, ce qui s'est passé ce lundi, parce que le lundi dernier, il y a eu une forte hausse que j'avais du mal à expliquer parce que tout à coup, les taux US a baissé et les bourses ont monté. Et d'ailleurs, cette baisse de taux s'est estompée très rapidement à la fin de la séance. Et donc, pour moi, je pense que c'était une intervention justement de la Réserve fédérale après la semaine de choc, la semaine d'avant. Parce que là, les indices se sont écroulés, littéralement, ils ont baissé énormément. Et donc, du coup, là, ils ont essayé de sauver la peau, en fait, le lundi. Donc, ça a été réussi. Je pense que c'est encore possible. En fait, la semaine prochaine, d'ailleurs, je suis assez positif pour la semaine prochaine, parce que je pense que c'est vraiment... ils vont avoir un discours en style, voilà, donc oui, l'inflation, on va voir comment on fait. Et en gros, le problème va être reporté pour le 17. Les marchés, et là maintenant, beaucoup de personnes, vu que beaucoup de personnes, même moi, me demandent si c'est le temps d'acheter, est-ce que c'est le temps, est-ce qu'on va pas rater le moment. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent ça, et un moindre signal positif, ils vont tout racheter, ils vont à nouveau racheter le Tesla, et machin, etc. Et on va vivre encore en certaines périodes de cette volatilité, où donc du coup, les personnes qui veulent pas être en retard, elles vont se sauter sur les actifs qui vont baisser. Mais à un moment donné, ça sera une trappe, ça sera vraiment une bulle trappe et on va tous chuter dans le vide. Et ça, c'est possible aussi si la Fed nous déçoit. Donc du coup, pour les court-termistes, je pense que peut-être les prochaines séances seront positives. Encore une fois, c'est ma vision des choses. Il ne faut pas jamais se lever demain matin, commencer à tout longuer, tout acheter. Donc c'est ma vision des choses. Je peux me tromper. Pardon, je me suis trompé le dimanche dernier quand je pensais que le lundi sera négatif, parce que je ne m'attendais pas évidemment à cette intervention de la Fed, comme je pense, pour baisser le taux. Mais finalement, c'était très positif. Et c'est les séances suivantes que tout s'est écroulé. Donc... voilà, donc faites quand même attention, parce que moi je dis que c'est purement, on va dire, c'est mon sentiment purement subjectif. Je pense qu'aujourd'hui, la semaine prochaine, ça devrait être une tentative, si on regarde Nasdaq, par exemple, voilà, ça sera une tentative de revenir dans ce canal haussier. Parce qu'on était très bien. Regardez combien de temps on est passé dedans depuis février 2020. Donc depuis les plus bas de coronavirus, on était dedans. On se baladait dedans, on était tellement bien dedans. Et donc maintenant, il y aura forcément une tendance qui voudra nous faire revenir dans ce canal. Et en plus, on est sur des supports. On est sur des supports importants. Il n'y a rien qui nous empêche de... retester au moins le retour vers là, et ça fait déjà un bon potentiel. Donc là, je vais dessiner. Et on va voir d'ailleurs ce dessin la semaine prochaine. Ops. Donc là, je pense qu'il n'est pas impossible qu'on fasse ça. Voilà. Donc après, est-ce qu'on pourra tenir dans ce canal aussi ou pas? Ça, c'est un autre débat. Donc ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura cette tentative. Parce qu'il y a, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter en ce moment. Ils pensent que les valeurs qu'ils trouvaient super chères maintenant ne sont pas si chères que ça. Et ils vont sauter dessus. Il y a beaucoup de particuliers. Donc il y a maintenant des Robinhood. La structure de marché actuellement, elle est quand même où il y a le poids des non-initiés qui est très important, qui sont prêts d'acheter tout et n'importe quoi. Donc il faut quand même tenir compte aussi de ces phénomènes purement structurels des marchés contemporains. Donc vous savez, il y a quelques années, j'ai lu un livre, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, ça s'appelle Les magiciens des hedge funds. Et d'ailleurs sur la chaîne Mind the Cash, dans la rubrique librairie Mind the Cash, regardez, il y a une vidéo qui est consacrée à ce livre. En fait, c'est un Jack Schwager qui prend les interviews avec des gérants d'hedge funds. Il y a un des gérants qui, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, il a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, en fait, c'est que dit la chute des bourses, ça se passe quand il y a un problème et les gens commencent à s'inquiéter. Il faut deux conditions. Donc aujourd'hui, nous, on a la première condition qui est respectée, c'est qu'on a un problème de l'inflation, on a un problème de la politique de la Fed pendant l'inflation, on ne le sait pas, on a une incertitude totale.
Et deuxième solution, on commence à être inquiété, mais je ne suis pas encore connu profondément inquiété de ce problème. Donc je pense que on a encore du positif qui reste après ces années, des années de hausse, et en plus la hausse potentiellement due aux des personnes non initiées qui viennent de rejoindre les marchés financiers. Donc je pense que la chute aura lieu un jour ou l'autre, mais je ne pense pas qu'elle va arriver immédiatement. Donc, et il faut que l'inflation se confirme d'abord, et il faut surtout que la Fed, de manière, comment vous dire, inattendue, commence à parler de la remontée des taux. J'ai du mal à imaginer la situation quand cette nouvelle sera attendue, parce qu'une fois qu'il commence à juste mentionner indirectement ce que c'est possible un jour ou l'autre, ça va être très mal pris par le marché. Mais probablement ça va s'estomper, je ne sais pas, soyons positifs, donc imaginons que le marché s'habitue avec cette idée qu'il faudra remonter le taux. Mais ça va être compliqué, parce qu'on sait que les marchés ont été gonflés avec l'argent facile, et si on va commencer à réduire la liquidité dans ces marchés, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, je vous dis que la Chine, depuis mi-janvier 2021, on commençait la réduction de liquidité dans le système. Et la Chine, c'est très important, on l'entend rarement parler dans les news financiers, et moi j'en parle non plus, et peut-être il faut parler un peu plus. Ils sont plus, à mon avis, en tout cas, bon, moi j'ai un avis assez critique par rapport à Jerome Powell, c'est peut-être une exception, mais en tout cas, la gestion monétaire de la banque chinoise, elle est quand même un peu plus conservative, et donc du coup, quand on les retire la liquidité, ça veut dire qu'ils voient un problème. Donc, ça veut dire qu'ils voient l'inflation, ils voient un réel risque. Donc, la liquidité dans le système chinois, c'est un facteur majeur aussi pour les marchés financiers. Donc, du coup, juste pour vous dire ce que moi je fais, moi, vous savez que j'ai vendu pas mal des titres, j'ai quasiment rien vraiment dans mon portefeuille. Je ne parle pas de portefeuille PEA et portefeuille REITs que moi je vous présente à titre d'information. J'ai ces positions-là, mais les positions sont tellement petites que pour moi ça ne représente que dalle. Donc voilà, mais en tout cas mon portefeuille principal je l'ai quasiment vidé, donc là j'ai eu de la chance de ne pas subir les drawdowns pendant les baisses de ces dernières semaines, pratiquement pas, en tout cas beaucoup moins que les marchés, aujourd'hui, déjà, il y avait deux raisons pour ça. Donc, déjà, les raisons macro que je vous explique tout le dimanche au café de dimanche. Mais deuxième raison également, c'est qu'elle est plutôt personnelle parce que moi, je suis en train de passer entre les brokers. J'hésitais entre passer chez Interactive Brokers ou de rester chez Saxo Bank. Et actuellement, je suis chez Saxo Bank et DEGIRO. Et maintenant, je décidais que je vais garder les positions en très long terme, le portefeuille que je touche jamais, type REITs, type PEA, que je vous présente ici aussi. Je vais peut-être le garder dans dans la partie chez DEGIRO. Et par contre, pour le portefeuille principal, avec des stratégies complexes, je vais les garder chez Saxo Bank. Ce que je vais faire maintenant, du coup, moi, je vais peut-être, je vais voir, encore une fois, ça dépend des taux, ça dépend de l'ouverture de marché des taux aux États-Unis, ça dépend de beaucoup de facteurs. Probablement, je vais essayer de tenter la reprise des indices la semaine prochaine, probablement. C'est pas sûr du tout. Par contre, en revanche, ce que je vais faire, je vais vendre. Il y a certaines actions qui ont baissé, qui m'intéressaient toujours. Je vais commencer à vendre des puts, c'est ma stratégie préférée. Donc, je vais vendre des puts largement en dessous du marché, genre moins 20%. Et si jamais il tombe jusque-là, je vais être content, je vais être exercé, même, c'est pas grave. Pour moi, je veux ces valeurs-là dans le portefeuille. J'ai pas encore cette liste des valeurs, je veux pas non plus la communiquer parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent ce que moi j'achète et je veux pas que cette chaîne devienne une chaîne de conseil d'investissement déguisée. Et vous pouvez deviner, si vous me connaissez, vous connaissez ma stratégie, vous pouvez deviner facilement pour quelle valeur je vais vendre les puts. Donc, j'ai profité de ce moment d'incertitude, ce moment de correction que j'ai largement attendu pour justement changer, passer certaines de mes actions de DEGIRO vers Saxo Bank. Et je trouvais que c'était un excellent moment. Du coup, quand j'étais pas sur le marché, tout a baissé. Voilà, donc ça c'était parfait. Donc voilà, donc là je suis plus à court terme, je suis plus positif, et à long terme, j'ai aucune idée. Désolé, j'ai aucune idée pour le long terme. Le temps que notre cher Jérôme nous dise, avant qu'il nous dise comment il va gérer sa besogne,
On ne sait pas. Donc on ne sait pas. Donc du coup, il faut attendre le 17. Pour moi, vraiment le prochain milestone, c'est le 17 mars. Et, et voilà. Donc et ça, j'espère qu'il nous apportera des clarifications dans ce domaine. Voilà, voilà. Donc, maintenant, une petite question que je pose à ceux qui sont restés avec moi aujourd'hui jusqu'à la fin de cette longue vidéo. Bon, finalement, elle n'était pas si longue que ça. Donc, c'est... attendez juste... je voudrais lancer peut-être un service sur la chaîne. Je suis en train de tester un service, on va dire, de l'analyse de portefeuille. Ça s'appelle le cash des autres. Pour l'instant, j'ai collecté les fonds pour les associations caritatives. Et je voudrais lancer un autre petit service pour l'analyse des entreprises concrètes, parce que vous me posez très souvent les questions qu'est-ce que tu penses de cette valeur, qu'est-ce que tu penses de cette valeur. Avant, j'avais un autre format qui s'appelle FAQ, Frequently Asked Questions, ou la foire aux questions. D'ailleurs, j'étais surpris, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai appris que c'était la même abréviation, où je faisais une vidéo sur des différentes valeurs, mais maintenant, je voudrais proposer un service d'analyse d'une entreprise concrète, en détail, en fait, l'analyse macro du secteur, après l'analyse du bilan, l'analyse des ratios, l'analyse technique également, et je mets quelque sorte mon avis sur une valeur. Et ça sera un service payant, mais pas très cher vraiment, parce qu'en fait l'idée que je veux monétiser évidemment cette chaîne, donc là je suis conscient, donc vous pouvez me mettre des dislikes autant que vous voulez, mais effectivement je veux monétiser cette chaîne, mais je veux que ce contenu que je vous présente maintenant reste toujours gratuit. Donc je veux que ce soit accessible à tout le monde, que tout le monde puisse apprendre des choses sur la bourse, sur la finance, sur la chaîne Mind de Cash. Mais quand je travaille uniquement pour vous, quand je travaille uniquement pour vos besoins à vous, pas, éventuellement sur des sociétés qui ne m'intéressent pas du tout, parce que jusqu'à là, je vous présente ce que moi je fais. Mais peut-être ce que vous voulez faire, c'est différent, parce que moi, j'investis pas beaucoup dans les sociétés françaises. Et vous me poser des questions sur les sociétés françaises, et que je ne connais pas toujours les détails. Bon, je connais ces entreprises, mais je n'ai jamais creusé. Donc, je peux proposer ce service, mais ça sera vraiment pas très cher, genre, je sais pas combien ça va, peut-être une dizaine, vingtaine d'euros, pour faire une analyse d'une entreprise comme ça en ligne. Comme ça, on pourra à la fois, ça va vous servir, ça va vous donner un avis externe, et ça va permettre à partager cette information avec des abonnés Mind de Cash. C'est tout à fait dans l'esprit d'un service gratuit, dans une chaîne gratuite, ou quand effectivement, quand je travaille pour quelqu'un, je mérite d'avoir une petite rémunération. Je pense que c'est normal. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je lance ce service, en tout cas au moins qu'on essaie de le faire. Et ça pourra devenir une petite, on va dire un petit compromis entre nous. Voilà, donc là, tout reste gratuit et la chaîne quand même rapporte un tout petit peu. Voilà, donc sur cette note, je ne sais pas positive, j'espère, je vais terminer cette vidéo. Donc finalement, j'avais peur qu'elle sera plus longue, donc là on a fait moins d'une heure, donc tant mieux. Donc je vous souhaite tout le meilleur, passez le bon dimanche. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous, si le soleil brille chez nous. Je pense que là j'enregistre le samedi soir, donc je ne sais pas encore, mais apparemment ça ne sera pas top. Mais profitez bien pour vous reposer, parce que bon, en bourse ça bouge. Je ne sais pas si c'est votre profession principale ou pas. Mais d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y a des traders, ceux pour qui c'est un métier réel, ou si vous êtes trader à compte propre ou quelque chose comme ça. Donc ça m'intéresse, un pourcentage à peu près des personnes. Je vais peut-être lancer un sondage sur la chaîne. Pourcentage des personnes qui vivent du trading, qui travaillent dans le trading. Donc ça, je pense que c'est assez intéressant comme statistique. Voilà, donc bon, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça a été utile. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui avec moi.